je n'aime toujours pas et j'aimerais trop me refaire une 3e fois. Mais malheureusement, en fait, mon nez est très fragile, carrément, j'ai des côtes à l'intérieur. Coucou, ici Polska, j'ai 24 ans, je suis influenceuse depuis maintenant des années et je vais vous raconter mon histoire. Alors moi, je suis née en Pologne, à Złotów, en 99 et j'ai vécu en Pologne jusqu'à l'âge de mes 4-5 ans. Et par la suite, je suis venue en France parce qu'en fait, mon père, il habitait en France depuis longtemps et on le voyait jamais avec ma mère. Et ma mère, elle voulait sauver son mariage et du coup, elle a décidé qu'on allait partir en France. Moi, j'étais dégoûtée. En plus, maintenant, ils sont divorcés, donc ça servait à rien. Et moi, j'étais dégoûtée de quitter mes repères, j'aimais trop la Pologne, je comprenais pas pourquoi j'allais en France. Je suis arrivée à l'école, je savais pas parler pendant 1 an, je disais rien, j'étais timide. Mon premier mot, c'était pantalon. D'un coup, j'ai sorti pantalon comme ça. Et depuis, je suis en France et je suis souvent en Pologne. Mais à l'époque, pour moi, la Pologne, c'était the pays. Genre, je me sentais trop bien là-bas. J'avais toute ma famille, tous mes amis. Je suis arrivée dans un pays, je comprenais rien. Je trouvais les gens, ils étaient bizarres, ils se faisaient la bise. Genre, pourquoi les gens, ils touchaient mon visage, je comprenais pas. Franchement, j'aimais pas du tout et j'ai mis grave du temps à m'adapter et j'en voulais grave à mon père. Alors moi, de base, quand je suis arrivée en France, j'étais dans le 7-7, donc à Bray-sur-Seine. Et ensuite, on l'a basculé dans le 89, ça veut dire que j'ai passé ma scolarité entre le 77 et le 89. Donc l'Île-de-France et la Bourgogne. Alors mon père, ça faisait des années qu'il habitait en France pour le boulot et du coup moi quand j'étais en Pologne je le voyais jamais, j'ai dû le voir 2-3 fois et quand avec ma mère on est venu en France pour passer plus de temps avec lui, pareil il était tout le temps au travail, ça veut dire que je le voyais jamais, il partait à 7h, il revenait à 19h donc moi j'étais beaucoup avec ma mère et ma mère c'était une maman très, elle me laissait faire tout ce que je voulais, très gentille, tout ça et un jour quand j'avais je pense 6-7 ans, mon père il a été viré ou je me rappelle plus, il a plus de taf et il a débarqué et lui en fait il est très sévère, ça veut dire que franchement, c'était la guerre entre nous, il me punissait tout le temps, il m'insultait beaucoup, ça partait tout le temps en vrille entre moi, mon père, ma mère. Moi, ça me peinait pas de pas voir mon père parce que j'avais pas cette habitude de le voir, donc je connaissais pas le sentiment d'avoir un père présent. Ça veut dire que cette présence ne me manquait pas parce que j'avais pas l'habitude de cette présence. Et quand il a débarqué, je me suis dit, c'est qui ce gros mec là qui me fait chier? Parce qu'il m'interdisait tout, il était très sévère et ma mère en contrepartie, elle était très gentille. Donc dès que mon père il partait quelque part, ma mère elle me réautorisait à allumer la télé, à faire ce que je veux, etc. Et du coup, quand mon père revenait, je prenais en photo la télécommande et je la remettais bien pour pas qu'il voie que j'ai regardé la télé. Quand je suis arrivée à l'école en France, moi j'étais très fusionnelle avec ma mère, ça veut dire que quand elle m'emmenait à l'école, moi je voulais pas la lâcher, je criais, je hurlais, je me tapais la honte. En plus, je parlais jamais pendant 1 an, 1 an et demi, j'ai pas dit un mot. On m'appelait la muette, donc franchement c'était très compliqué. Alors je me rappelle un jour, comme ça d'un coup, je sais pas pourquoi j'ai sorti le mot pantalon et depuis ça a débloqué ma parole et depuis j'ai commencé à parler normalement avec les gens même si des fois j'avais des lacunes au niveau de la langue. À l'école, j'ai pas vécu de racisme particulier, mais c'est vrai que les gens ils aiment bien se foutre de la gueule de mon accent au début. J'avais des lacunes par exemple pour dire un mot simple, pour dire carotte, et je disais ah je sais pas comment on dit, du coup les gens ils se foutaient de ma gueule. Mais assez rapidement j'ai commencé à parler et à avoir un accent français comme maintenant, donc ça allait vite. Mais par contre quand ma mère est venue, on se foutait toujours la gueule de ma mère parce que ma mère elle a toujours le même accent. Pendant toutes les années maternelles, primaires, ça s'est très bien passé. Mais par contre dès que je suis arrivée au collège, et même si on dirait que j'aurais pu être une fille populaire et tout, pas du tout, j'étais la cassos du lycée, du collège, je traînais qu'avec des gens qui étaient considérés cassos aussi. J'étais pas du tout populaire, ça veut dire que moi, j'aimais pas du tout aller à l'école, les gens ils se foutaient de ma gueule de mon nez parce que j'avais un nez un peu long et crochu, du coup les gens ils disaient ouais la sorcière, quand je marchais et que je faisais ça, les gens ils disaient ah un coup de nez et tout, donc c'était horrible. Je voulais pas y aller, je séchais beaucoup, donc la période collège c'était pas facile du tout. Moi ça m'a beaucoup touchée qu'on se foute de ma gueule de mon physique parce que je me suis dit dès que j'aurai les moyens je vais faire la chirurgie esthétique, là c'est ce que j'ai fait dès que j'ai pu. Donc franchement, ça m'a vraiment touchée. Au collège, suite aux disputes à la maison avec mon père qui était très violente, il était assez violent avec moi. Et à l'école, vu que c'était compliqué, j'ai développé des TOC, c'est-à-dire que j'étais là toute la nuit comme une folle, à compter les carreaux, par exemple à remettre des trucs en place toute la nuit, etc. Et du coup, à cause de ça, on m'a placée à l'HP. Donc pendant 1 mois, 1 mois et demi quand j'étais au collège, je suis pas allée en cours parce que j'étais à l'hôpital psychiatrique et ma mère m'a sortie contre l'avis du médecin parce que en fait quand j'étais là-bas je pouvais pas communiquer avec elle. Ça veut dire qu'elle venait 1 fois par semaine et on s'échangeait des lettres en polonais parce qu'en fait on pouvait pas parler en polonais devant les infirmiers et les médecins. Ils voulaient qu'on se parle français et c'était bizarre parce que moi quand je parle français avec ma mère c'est pas naturel. Et du coup dans les lettres je la suppliais de me reprendre parce que c'était horrible là-bas et du coup elle m'a fait sortir.
Et par la suite, tellement ça m'avait traumatisée, j'ai plus du tout de toc. Mais par contre, au lycée, ça n'avait pas été plus simple parce que, pareil, les gens au lycée, on peut se dire qu'ils vont être plus matures, mais ils sont encore plus cons. Ça veut dire que c'était compliqué, je séchais énormément. Aussi, c'était une période où j'ai été... le juge m'a placée dans une école privée pour m'éloigner de mes parents. Donc c'était une école privée catholique. Et par la suite, j'ai fait 4 lycées. J'ai fait plusieurs filières parce qu'à chaque fois, je savais pas qu'est-ce qui me correspondait. Et avec l'harcèlement, c'était compliqué. Et au final, j'ai fait un bac ARCU que j'ai eu. Le bac ARCU, c'est accueil, relations, clients et usagers. Donc c'est pour être hôtesse d'accueil parce qu'à l'époque, je me suis dit ça peut être bien. C'est comme ça, je suis hôtesse d'accueil dans un grand hôtel de luxe. Comme ça, je pourrais m'y jetonner. Et pour le bac, c'était compliqué parce qu'à cette époque-là, j'ai été placée en foyer. Ça a été des allers-retours entre 16 et 18 ans. Et en fait, pour le bac, vu que j'avais redoublé ma 3e, et quand il y a eu le bac, moi j'avais déjà 18 ans. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, avant j'étais au foyer. Et en fait, le foyer, quand tu as 18 ans, c'est soit ils t'aident avec un logement, si tu as été sage, gentil, etc. Soit ils te mettent à la rue et ils te disent tu te démerdes. Et moi, vu que j'étais une personne qui fuguait énormément des lycées, du foyer, etc. Parce qu'au foyer c'était compliqué aussi, il y avait beaucoup de filles bagarreuses qui m'aimaient pas, il y avait plein de vols, enfin je me sentais vraiment pas bien là-bas, du coup je fuguais beaucoup. Et du coup, vu que je fuguais beaucoup, et à mes 18 ans, ils m'ont dit on t'aide pas, t'as pas été sage. Du coup, à mes 18 ans, j'étais à la rue. Alors moi j'étais à la rue parce que le mec de ma mère il m'avait mis à la rue tout simplement. À ce moment-là le mec de ma mère il m'a virée et en fait du coup je me suis retrouvée à supplier mon père d'être là pour moi, mais vu que notre relation a toujours été très compliquée, et lui il m'a dit écoute je peux rien faire pour toi, je peux pas t'aider, il faut que tu trouves une solution. Et moi je lui ai dit je vais bien trouver une solution mais aide-moi d'abord. Du coup il m'a hébergé une semaine et après il m'a dit je peux pas t'héberger plus. Du coup c'était pas facile. Quand tu as fait le tour de tes copines, de ta famille, tu te retrouves seule face à toi-même. Et il y a eu des moments où j'ai dormi dehors. Je n'ai pas dormi dehors, mais je dormais dans des halls de bâtiments. Donc j'avais peur de croiser des gens bizarres, etc. Des fois, il y avait des potes qui restaient avec moi. Il y avait même des potes qui me passaient des sweats pour que je me couvre, etc. Alors moi, j'ai une petite sœur, donc il faut savoir que de base, on a beaucoup d'âge de différence, on a presque 10 ans. C'est-à-dire que quand elle est venue au monde et que ma mère elle me l'a dit au téléphone, j'ai cassé le téléphone, je voulais pas de petite sœur. Genre j'étais trop énervée, mais dès que je l'ai vue, ça y est, je l'ai trop aimée. Donc depuis, on est comme ça. Et on est très différentes parce que moi je suis très, j'aime trop les caméras, je vis pour les caméras. Elle aime pas du tout ça. Dès que je la snap, elle dit arrête. Elle est très, elle par exemple, elle est très croyante, très, voilà, moi je suis athée, on est très différentes, mais on s'aime trop. Et carrément dans les moments de galère, quand j'avais mes derniers sous, c'est-à-dire j'avais mes sous de mes 18 ans, j'étais partie dans un hôtel Formule 1 et en fait j'avais payé déjà 3-4 nuits et j'avais plus d'argent et je le disais à ma mère, à mon père, et en fait c'est ma petite sœur qui est venue et qui m'a donné son argent qu'elle avait eu à Noël et à son anniversaire, et c'est avec ça que j'ai pu me payer 2 nuits de suite alors qu'elle avait genre 7-8 ans. Ma relation avec ma mère, de base, on était très fusionnels toute notre vie. Ensuite, elle a rencontré un monsieur, on s'est pas entendu, il m'a virée. C'est-à-dire que moi, ça a été une grosse trahison parce que je me suis dit, comment ça, ma mère, là, ma meilleure amie, là, on était comme ça, elle dit rien. Du coup, c'était horrible et pendant 1 an et demi, 2 ans, je pense, je lui adressais pas la parole, je parlais pas du tout. Et pendant ce temps-là, je me suis un peu rapprochée de mon père qui, au contraire, pendant toute mon enfance, on se parlait pas trop. Et en fait, un jour, j'ai décidé de pardonner à ma mère parce que c'est ma mère. Et après, du coup, c'est mon père qui me parlait plus parce qu'elle a dit comment tu peux pardonner à ta mère, elle t'a mis à la rue. Et moi, j'étais en mode mais oui, ok, mais elle m'a mis à la rue, enfin, ce mec m'a mis à la rue, mais toi, tu m'as pas recueilli non plus, donc t'es pas mieux. Et du coup, avec mon père, pendant des années, on se parlait pas. Et là, finalement, à l'heure d'aujourd'hui, je reparle à mes 2 parents et on est en bons termes. Alors moi, j'ai débuté sur les réseaux vraiment par hasard, je me voyais pas du tout influenceuse ou quoi que ce soit. En gros, c'était en été 2018, donc je venais d'avoir mon bac, voilà, c'était fini, tout ça, et j'étais avec une amie, donc j'habitais chez elle, et un jour en fait on était là, je sais plus ce qu'on faisait, et j'avais pris une photo de moi, comme ça, face miroir, et j'étais en maillot de bain avec un t-shirt. Et je me suis dit je vais la poster sur Twitter, et j'ai écrit je suis cute. Je suis allée dormir, le lendemain je me réveille, et je vois que je suis en tété, que j'ai 10 000 ajouts sur Snap, que tout le monde parle de ça, que tout le monde m'insulte, que tout le monde dit que je suis pas cute mais que je suis une pute. Et du coup, j'ai pas compris, mais j'ai aimé ça, l'attention. Tout a commencé par là.
et ça allait très loin parce que vu que tout le monde m'insultait de pute parce que j'avais écrit je suis cute, il y a un hashtag qui est né, qui est devenu féministe, c'est hashtag je suis cute, et toutes les femmes, toutes les filles, elles postaient des photos d'elles en sous-vêtements ou non, et ça a été tellement loin que ça a été même en top tweet mondial. Moi j'étais dépassée par les événements, et en fait à la suite de ça, j'ai commencé à plus mettre du contenu sur les réseaux, et en fait j'ai remarqué que les gens, on pouvait facilement les énerver. Par exemple, je faisais du contenu, parce que vu que les gens ils me prenaient pour une pute, et bah je faisais des choses qui pouvaient faire croire que j'étais une pute. Par exemple, je prenais une bouteille, je la buvais de façon un peu bizarre, je la mettais sur Twitter et allez hop, ça faisait un buzz, tout le monde critiquait, tout le monde parlait, mais moi ça me donnait de la visibilité. Donc j'aimais bien ça. C'était pas monétisé ou quoi, à l'époque j'avais pas du tout d'argent grâce à ça, mais j'aime bien cette attention. J'ai continué dans ce personnage alors qu'à l'époque, tout le monde pensait que j'étais la plus grosse pute de France alors que j'étais vierge. Et en fait, je lisais et ça rentrait même pas par là pour sortir par là, c'est juste que j'étais là en mode je lisais, j'aimais bien, j'existe et tout. Des fois, c'était un peu frustrant parce que les gens ils m'inventaient des vies, mais à part ça, ça m'a jamais atteint. Alors après mon buzz sur Twitter, j'ai commencé à faire des snaps, j'ai commencé à mettre des photos sur Insta, mais sur Snap, je mettais pas grand chose. Et en fait un jour, j'ai une personne qui m'a envoyé un message sur Instagram, donc il s'appelle Kinda Sama, et il m'a dit est-ce que ça t'intéresserait de passer dans un de mes lives? Et moi j'étais pas trop chaud parce que j'aimais pas trop les lives, mais j'ai accepté. Et au final, on s'est liés d'amitié. Et lui, il m'a dit mais Polska, tu sais que tu fais énormément de vues sur Snap, mais tu fais pas assez de contenu, tu fais juste des photos, tu parles pas trop. Commence à parler, monte ta personnalité parce que t'es grave drôle, t'es grave extraverti, donc monte ce côté-là. Et du coup, suite à son conseil, j'ai commencé à grave snapper et là j'ai encore plus pris en vue et ça s'est enchaîné. Et depuis, c'est devenu mon meilleur ami et on se voyait tout le temps, on faisait énormément de concepts ensemble, de vidéos ensemble et... Donc de fil en aiguille, j'ai grave kiffé raconter ma vie, donc je faisais grave des story time et les gens ils kiffaient parce qu'en fait j'avais aucun filtre. Donc je mettais des filtres sur Snap mais dans la vraie vie j'avais aucun filtre, je disais tout. Quand j'allais faire, je sais pas moi, quand j'allais voir un mec, quand j'allais... Tout, je racontais tout et je m'en foutais, je montrais tout, donc les gens ils kiffaient grave. Par rapport aux DM, les gens peut-être qu'ils se disent avec la télé j'ai beaucoup plus de DM, de mecs connus, etc. Mais il faut savoir que j'avais beaucoup plus de DM de mecs connus, de mecs de ouf avant. Quand je commençais à être un tout petit peu connue, c'est-à-dire à l'époque de 2018 où j'étais un tout petit peu connue, là j'avais plein de DM, mais c'est rempli de pastilles bleues. Mais après que j'ai commencé à être connue et que du coup j'ai commencé à afficher par-ci par-là, et bah les gens ils venaient plus dans mes DM parce qu'ils avaient peur d'être affichés. Sauf du coup les gens à l'international comme Central C ou Bellingham qui eux ils savaient pas que ça m'arrive d'afficher. Alors Central C c'est un rappeur londonien. Donc quand moi je l'ai rencontré de base, je le connaissais pas du tout, je l'ai croisé dans une rue, on m'a dit que c'était un rappeur connu, j'ai fait ah ok, et je suis allée le voir, j'ai fait je suis trop fan de toi, j'aime toutes tes musiques et tout, alors que je le connaissais pas du tout. Après on a échangé nos snaps et voilà, après on a parlé pendant un long moment. Et Bellingham c'est un joueur de foot, il joue au Real Madrid je crois, et il m'avait DM pendant la Coupe du Monde avec des emojis yeux. Et j'ai préféré ne pas répondre pour le bien du pays. Avec Central C, ça n'a pas collé et je l'ai affiché parce que j'ai été très déçue de lui. C'est-à-dire que pendant une bonne année, on se textait, on discutait, mais c'était pas des trucs en mode oh monte ton cul ou je sais pas quoi. Genre c'était vraiment en mode drôle, on se draguait, mais c'était marrant. Je le voyais pas en mode charo. Je le voyais très en mode garçon cool, etc. Et au final, un jour, quand il était sur Paris, et bah il m'a proposé de se voir, donc moi j'étais là en mode ok pourquoi pas, parce qu'à l'époque il m'avait déjà proposé que je le voie à Londres, je lui avais mis des plans et cette fois-ci j'étais chaude de le voir et en fait en message il m'écrit quoi? Il m'écrit 2 plus 1. Moi je lui dis comment ça 2 plus 1? Et en gros 2 plus 1 ça voulait dire qu'il voulait faire un plan à 3 avec moi. Du coup moi Central C pas Central C, tu me proposes un plan à 3, je t'affiche. De toute façon, les DM, que ce soit Bellingham, Central C, moi je suis en couple, je trompe pas mon mec, je suis une pétasse fidèle. Ça sert à rien de m'envoyer des messages. Alors à l'époque quand j'ai percé sur les réseaux, j'avais pas du tout fait de chirurgie esthétique, j'étais fauchée à SFUC, j'avais pas d'argent donc j'avais rien fait du tout. Mais moi depuis petite je savais que je voulais faire de la chirurgie. Ma première chirurgie esthétique, j'étais déjà sur les réseaux mais très peu, j'étais pas vraiment connue, j'étais plus un mème qu'autre chose. Et du coup en fait j'ai pu me financer parce que c'était remboursé par la sécurité sociale car à l'époque où j'étais à la rue etc, il y a un garçon qui m'a cassé le nez. Et du coup, bah, j'avais le nez cassé, donc j'ai payé juste 300 € un ORL, donc un médecin du cou, du nez et des oreilles. Et j'ai fait ça, mais au final, j'aurais jamais dû parce qu'il m'a fracassé mon nez. Il m'a fait de la charcuterie, j'avais des boules de partout. À l'intérieur, j'avais des trous. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des séquelles dans mon nez, j'arrive pas à respirer, etc. Donc c'était la première chirurgie et c'était horrible.
Donc la chirurgie, faites très attention parce que moi par la suite j'ai eu la chance du coup de développer ce côté connu et du coup j'ai pu faire ma deuxième rhinoplastie où on m'a rattrapée. Et du coup de base cette deuxième rhinoplastie elle coûte 12 000 €. Donc moi pour être honnête j'ai payé 2 000 €, le reste ça a été pris en charge parce que je l'ai fait en partenariat. Et du coup il faut savoir que quand j'ai parlé de cette histoire sur mes réseaux sociaux, et ben j'ai eu au moins 6-7 personnes qui ont été ratées par la même personne que moi, sauf que elles, du coup elles n'ont pas eu les moyens et jusqu'à aujourd'hui elles ont le nez cabossé avec des boules, des choses horribles. Donc il faut vraiment faire très attention à qui on confie son physique. Donc le nez je l'ai fait 2 fois et il faut savoir que là c'est beaucoup mieux qu'avant, ça a été bien rattrapé que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur, mais je n'aime toujours pas et j'aimerais trop me refaire une 3e fois, mais malheureusement en fait mon nez est très fragile, carrément j'ai des côtes à l'intérieur, il fallait faire une reconstruction. Du coup si je refais une 3e fois, mon nez il a 70% de chances de tomber, mais je sais pas si je vais tenter. Concernant le nez, je pense que moi je suis tombée sur un très mauvais ORL, vraiment il est très mal réputé, pourtant il continue d'exercer donc je comprends pas. Mais c'est vrai que toutes mes copines qui ont refait leur nez, généralement elles ont toujours eu des soucis, elles n'étaient pas satisfaites. Donc franchement le nez, si vous voulez refaire, il faut vraiment avoir un complexe de fou. Il faut très bien choisir et même quand vous choisissez très bien, des fois les chirurgiens n'est pas dans vos têtes. Il va faire un truc, ça va pas être pareil que ce que vous êtes imaginé, ou vous allez être choqué de votre tête, ou il va être trop remonté, vous allez avoir une tête de cochon. Enfin, il faut vraiment faire très attention avec la chirurgie. Moi, mes plus gros complexes dans la vie, c'était le nez et les fesses, parce qu'on s'est beaucoup foutu de ma gueule de mes fesses. On m'a toujours dit que j'étais aussi plate qu'un iPhone. Du coup, je mettais beaucoup de rembourrage avant, et à un moment donné, je me suis dit, stop, là j'ai un peu de sous, autant faire quelque chose. De base, je voulais faire une BBL. Donc une BBL, ça veut dire de prendre de la graisse d'une partie du corps et de la remettre ailleurs. Sauf que j'ai toujours été très skinny, donc je n'avais pas de graisse. Du coup, j'ai vu un chirurgien pour faire des implants. Donc j'y suis allée et avant de faire l'opération, j'ai posé une question qui peut être conne, mais j'ai demandé, oui, est-ce que c'est possible que les implants ils se retournent ou un truc comme ça. Et le chirurgien il m'a dit mais pas du tout, jamais de la vie, etc. Du coup j'ai dit ok, donc je suis allée, j'ai fait l'opération. L'opération elle est quand même très douloureuse. Alors il y a plusieurs techniques pour les implants, donc il y a la moins chère, celle qui se fait beaucoup en Tunisie, c'est-à-dire on met l'implant derrière la peau directement. Donc c'est beau quelques temps, mais après ça part en cacahuète. La deuxième technique qui est la mienne, c'est de mettre l'implant derrière le muscle. Donc ça fait quand même bien mal, mais au bout d'une semaine, 2 semaines, on peut recommencer à s'asseoir, etc. Et la troisième technique qui est pour moi la plus douloureuse, mais qui se fait quand même beaucoup, c'est on coupe le muscle en deux et on met l'implant à l'intérieur. Alors la première technique c'est la moins chère, donc je sais pas exactement, mais je pense que c'est une fourchette entre 2500 et 3000, max 4000, mais je pense vraiment pas. Les fesses que moi j'ai fait, ça coûte 10 000 €. Et les fesses, technique, on coupe le muscle, je ne sais pas, je pense qu'il faut que je demande à ma copine, mais c'était encore plus cher. Parce que quand on coupe le muscle en deux, il y a une garantie que l'implant ne va pas tomber, ne va pas se retourner, mais c'est faux parce que ma copine s'est tombée. Alors la technique que j'ai utilisée, c'est douloureux, mais c'est douloureux pendant 1 semaine, 2 semaines, après ça va, mais pendant 1 semaine, 2 semaines, c'est horrible. Pendant la première semaine, je n'ai pas pu aller aux toilettes, je n'ai pas pu, donc c'est comme si t'avais... En fait, pendant la première semaine où t'as tes implants, c'est comme si c'était pas ton corps, genre tu touches, mais c'est trop bizarre, ça veut dire que quand tu vas aux toilettes, quand tu veux faire caca, je vais pas vous faire le dessin, t'arrives pas à pousser en fait, parce que c'est comme si c'était pas ton corps. Et la technique la plus douloureuse, c'est quand on coupe le muscle en deux. Là par contre pendant 1 mois, 2 mois, on ne peut pas s'asseoir. Quand on prend le Uber, on s'allonge. Enfin, cette technique-là, j'ai vu sur 2 de mes copines, c'est très intense. Et aussi, il y a 1 chance sur 2 d'infection. C'est énorme, 1 chance sur 2. Donc j'ai fait l'opération. Pendant 1 semaine, 2 semaines, j'ai douillé. Et ensuite, ça s'est bien passé pendant 6 mois. Et un jour, je ressens une gêne dans les fesses. Comme si j'avais un string entre... Genre comme si j'avais un string qui me dérangeait, mais j'avais pas de string. C'est-à-dire je me suis dit c'est trop bizarre, ça me dérange, ça me faisait pas mal, mais c'était super dérangeant. Du coup, j'ai demandé à mon chirurgien, il m'a dit passe. Donc je suis passée, là il m'a dit allonge-toi. Et il m'a fait comme ça. Et en vraiment 10-15 secondes, il m'a retourné l'implant en fait. Et là je regarde, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit oh c'est rien, ça arrive tout le temps, c'est des implants qui se retournent. Je dis je te fous de ma gueule, tu m'as dit que ça arrive jamais, que c'était impossible. Et il a dit ah si ça arrive, mais t'inquiète, j'ai une solution, tout ça. Donc la solution qu'il m'avait proposée, c'est de refaire une opération et de mettre des filets autour des implants pour qu'ils ne se retournent plus.
parce que c'était super galère à vivre. Donc mes fesses se retournaient tout le temps. Genre toutes les semaines, j'avais les fesses qui se retournaient et du coup, je demandais à mon entourage de les retourner. Donc j'avais des copines qui savaient le retourner, j'avais des copines qui ne savaient pas. C'était super chiant quand je partais en voyage, je devais aller demander à des gens de me retourner les fesses. Franchement, c'était invivable. Du coup, j'ai cédé à la deuxième opération, j'avais pas le choix, sinon c'était la galère toute la vie. Et du coup, j'ai fait la deuxième opération avec les filets et depuis, ça se retourne plus. Mais j'ai toujours peur parce que c'est pas une technique qui a été inventée il y a très très longtemps. Donc pareil, j'ai fait deux chirurgies, des problèmes. Alors je vais pas mentir, si c'était à refaire, je l'aurais refait, mais différemment. Déjà, je me serais beaucoup plus renseignée parce que j'ai pris ça à la légère parce qu'en fait, et je suis l'une des seules, je pense, influenceuses qui fait beaucoup de prévention. Avant, je regardais les meufs de télé, je regardais les influenceuses. Elles faisaient de la chirurgie comme si elles allaient acheter une baguette de pain. Ça veut dire elles en faisaient et elles disaient c'est trop bien, elles montraient jamais les mauvais côtés. Ça veut dire que moi, je me suis dit, oh, mais c'est rien, c'est vite fait. Et du coup, je l'ai fait et après, j'ai regretté parce que franchement, si j'avais pas été rattrapée au niveau de mon nez, j'aurais été complexée et mal toute ma vie. Si vous êtes complexée, apprenez à vous aimer, mais si vous n'y arrivez pas, faites de la chirurgie, mais surtout, il faut vraiment bien se renseigner avant sur le chirurgien, sur les techniques, voir laquelle est la plus adaptée, essayer de voir si le sport ne peut peut-être pas aider à, par exemple, faire grossir les fesses, etc. Je sais que le nez, c'est impossible, mais peut-être des injections. Il faut vraiment, avant de faire la chirurgie, essayer de voir toutes les possibilités avant. Ça faisait déjà 2 ans que j'étais sur les réseaux sociaux, donc je gagnais ma vie, mais pas trop non plus. À ce moment-là, j'étais dans une agence, je gagnais 2500 € par mois. Et j'étais tellement contente parce que moi de base je reviens de loin, du coup j'étais trop contente. Mais j'ai rencontré un garçon sur Snap qui de base c'était un soumis. Donc c'était un mec qui à l'époque quand j'avais vraiment pas de sous, il me payait pour que j'envoie des photos de mes pieds. Et au final, au fil du temps, c'est devenu mon ami. C'est très bizarre mais c'est devenu mon ami. Et en fait j'ai appris que son père c'était un manager de genre de télé-réalité. Et du coup on en a parlé et il m'a dit tu sais vu que moi ça fait des années que je vois mon père faire ça, si tu veux je m'occupe de toi. Du coup je lui avais dit oui. Du coup il s'était occupé de mes placements, moi j'étais plus en agence et il m'a dit mais tu sais qu'il y a OnlyFans qui existe. Et moi j'étais là en mode ouais mais j'ai pas envie de faire OnlyFans. Carrément à l'époque je tweetais dessus, je disais ouais les filles qui font OnlyFans, vous avez pas de dignité, même moi Polska j'ai pas d'OnlyFans. Donc j'avais dit c'est mort. Et lui il avait insisté, il a dit mais Polska tu mets déjà des photographes sexy de toi, tu mets déjà des photos de ton cul pour rien, autant le monétiser. Moi j'étais pas trop chaude, mais au bout de 2-3 mois de pressing, de forcing, j'ai dit bah tu sais quoi, vas-y je vais essayer. Et du coup je me suis lancée sur OnlyFans. OnlyFans c'est une plateforme où vous mettez du contenu que tout simplement vous faites payer, donc ça peut être des photos sexy, ça peut être même des vidéos porno, comme ça peut être des pots de fleurs, genre vous mettez vraiment ce que vous voulez, c'est pas forcément sexuel. Et du coup, moi, j'ai commencé très soft. Je mettais les mêmes photos que je mettais sur Instagram. Je mettais des photos en maillot de bain, je mettais des photos de mes pieds en talons, etc. Et plus le temps y passait, plus mon manager il disait faut que tu mettes plus de trucs pour que tu gagnes plus d'argent, etc. Et en fait, c'est un vice et du coup, je montrais de plus en plus. J'ai jamais fait de porno, j'ai jamais fait de photos à poil, mais je faisais des choses que je regrette aujourd'hui, que je n'aurais plus du tout fait. Faut savoir que le premier mois, je me suis fait 10 000 €. C'était un choc pour moi. À ce moment-là, j'avais un logement que la mission locale me passait. Donc dites-vous, j'avais un logement de merde que je payais genre 120 €, 150 €. Et là, j'ai eu 10 000 € qui me sont tombés du ciel. J'étais trop contente. Mais il faut savoir que par la suite, ça s'est stabilisé. Je gagnais plus, mais c'était pas non plus des 100 000 € comme j'ai pu le dire des fois sur des plateaux. Les filles d'OnlyFans et Mime, là je dis le secret, on augmente tous, on exagère toutes. Du coup la vraie fourchette de prix c'était pas 150, 200 000 € par mois, c'était du 20, 40 000 par mois. À l'époque sur OnlyFans, il fallait payer 15 € par mois pour voir mon contenu et sur Mime c'était 10, mais il y avait souvent des promotions, il y avait du moins 50%, du moins 70%, donc des fois il y avait des mois où ça revenait à 3-4 €. Les trucs les plus ouf que j'ai vendus c'était il y a pas longtemps, parce qu'il faut savoir que j'ai arrêté OnlyFans et Mime depuis 6 mois maintenant, mais j'ai découvert une autre application, c'était Unlocked, et en fait là-bas tu mets n'importe quelle photo et en fait les gens ils peuvent acheter mais il n'y a pas de message etc. Et je voulais tester en fait, et j'ai mis une photo de moi toute simple, j'ai vu que les gens ils achetaient, du coup je me suis dit bah pour rigoler je vais mettre une photo de mes pieds pour 20 000 €. Qui va l'acheter? C'était 22 000 € exactement. Et au final, au bout de un jour ou deux, j'en avais plus, quelqu'un l'a vraiment acheté. Quelqu'un a acheté une photo de mes pieds pour 22 000 €. Quand j'ai commencé OnlyFans, mon père, on se parlait pas, donc il n'en savait rien, j'espère. Et ma mère, elle était très...
Elle savait ce que je faisais, mais pas trop. Ça veut dire qu'on n'en parlait pas trop. Genre, c'était très t'inquiète, je mets juste des photos de moi en maillot de bain, etc. Ça veut dire qu'elle savait pas trop et je voulais pas en parler parce que ça me gênait. La seule qui a vraiment souffert de cette situation, c'est ma petite sœur, parce qu'à l'école, elle était au collège, du coup, ça lui montrait des photos de moi que je mettais sur OnlyFans, ça se foutait de sa gueule, ça lui disait ta sœur la pute, etc. Donc, la seule personne qui a souffert de cette histoire dans ma famille, c'est ma sœur. Et quand j'ai ouvert OnlyFans, j'avais pas de copains, donc je faisais ma vie d'aloca, je faisais ce que je voulais. Mais au bout d'un moment, j'ai rencontré mon mec actuel et au début, il disait rien. Mais très vite, il a commencé à me dire oui, tu sais, OnlyFans et tout, j'aimerais que t'arrêtes et tout. Et moi, j'étais là en mode oui, t'inquiète, je vais arrêter. Mais pour moi, c'était des disquettes. J'étais en mode oui, t'inquiète, je vais arrêter. Et au final, au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que par rapport à mon mec, par rapport à ma soeur, par rapport à moi-même, à comment je vais évoluer, etc., OnlyFans, c'était plus possible. Faut savoir que moi, j'ai arrêté OnlyFans et Mime en août 2023 et que je me suis pris un contrôle fiscal en 2023. C'est-à-dire que qui arrête OnlyFans alors qu'il se prend un contrôle fiscal? Personne. Mais moi, j'étais tellement sûre de mon coup que je me suis dit, même si je suis endettée, même si j'ai plus d'argent, j'arrête. Du coup, j'ai arrêté et c'est vrai que je gagnais quand même beaucoup d'argent avec OnlyFans et Mime. Et maintenant, tout simplement, je me suis basculée sur le vrai travail d'une influenceuse. Ça veut dire que je fais des partenariats, je fais des collabs, je passe sur des plateaux. Ça veut dire que je gagne de l'argent comme ça. Alors moi, ça fait des années que je me considère comme influenceuse parce que ce que j'aime faire, c'est divertir les gens, c'est faire des vidéos, c'est faire du contenu. Je n'aimais pas faire du contenu sur OnlyFans, mais les gens, ils retenaient que ça. Ça veut dire que quand il y avait des articles sur moi ou que les gens ils parlaient de moi, ils m'appelaient pas Polska l'influenceuse, ils m'appelaient Polska l'onlyfaneuse, Polska la vendeuse de charme, que des noms bizarres. Et j'aimais pas du tout ça, on me prenait pas au sérieux, j'avais pas des partenariats bien. Dès qu'il y avait des événements stylés, je voulais venir, on me disait non, pas toi, t'as un OnlyFans. Dès que je parlais de sujets comme par exemple la réforme de la retraite, on me disait non, toi, ta gueule, tu veux pas parler de ça, retourne montrer ton cul, t'as pas de cerveau. Bref, j'étais très... Avec ce OnlyFans, je pouvais rien faire, donc ok, je gagne de l'argent, mais en contrepartie... il y avait trop de mauvaises choses. Maintenant, mon plan, c'est de tout d'être sur les réseaux sociaux, c'est de faire plein de contenu sur YouTube, sur TikTok, de le faire sérieusement, parce qu'en fait, avant, je me donnais pas à fond, parce que je me disais, pourquoi me donner à fond à faire des vidéos, sachant que dans tous les cas, que je fasse des vidéos ou pas, l'argent, il rentre tous les mois avec une photo de mon cul postée mis en 5 minutes. Du coup, je me donnais pas du tout à fond. Et là, je veux me donner à fond, faire du bon contenu et avoir la reconnaissance que je mérite. Aujourd'hui, j'ai intégré l'équipe de TPMP et je suis très contente parce qu'en fait, ça me donne de la crédibilité dans mes propos. Parce qu'avant, en fait, il y a des gens qui disent Polska, d'un coup, elle a des prises de position, elle sait parler, etc. Alors que moi, j'ai toujours été comme ça. C'est juste que vu que j'étais la fille d'OnlyFans, personne ne me donnait du crédit. Et maintenant que je suis à la télé, on me donne du crédit. Du coup, je suis très contente de ça, d'avoir ma place et de pouvoir dire ce que je pense sur un plateau télé. C'est une belle évolution. Si vous voulez me retrouver, venez sur mes réseaux sociaux. Je raconte ma vie tous les jours sur Snap, je fais des TikTok et je fais des lives Twitch tout le temps. Du coup, voilà, venez.